Bonjour à tous. Bienvenue à tous sur ce webinaire sur le solaire photovoltaïque. C'est une présentation en fait qui du coup est organisée donc par la 3CM, hein, donc la communauté de communes de la Côtière à Montluel, et nous, la LEC de l'Ain, l'agence locale de l'énergie et du climat de l'Ain. On est là pour réaliser cette présentation. Donc l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu, d'essayer de comprendre un petit peu tous les enjeux qu'il peut y avoir sur le solaire photovoltaïque et réussir à comprendre les démarches qu'il faut réaliser voilà, et répondre aussi aux nombreuses questions qu'ils peuvent avoir sur cette thématique-là. Je me présente. Je suis Johan de Villers, conseiller énergie à la LEC de l'Ain, principalement sur l'ouest du département, et mon collègue. Ok, Emmanuel Gehir, bonjour. Moi, j'interviens plus sur l'accompagnement des collectivités territoriales, donc en tant qu'économe de flux. Voilà. Donc, au niveau de ce webinaire, on va déjà présenter brièvement la SPL à l'EQUIN, la raison de notre présence, hein. Ensuite, on va évoquer un petit peu le fonctionnement du photovoltaïque. Ensuite, parler du modèle économique concernant les installations de panneaux solaires photovoltaïques, donc un point assez important. Et ensuite, on va essayer d'ouvrir sur une réflexion plus globale au niveau du logement et finir par vous expliquer comment aborder, on va dire, un projet photovoltaïque. La SPL Alequin est l'animateur de la plateforme 3CM Rénov+, une plateforme mise en place par la communauté de communes de la Côtière à Montluel. Nous, on a différentes missions. C'est principalement une mission de conseil, sensibilisation, accompagnement, que ce soit aussi bien des particuliers que des collectivités locales, que des professionnels, sur différentes thématiques. On nous connaît beaucoup au niveau des bâtiments, des thématiques de l'énergie, mais cela peut aussi aborder la mobilité, l'économie circulaire. Le solaire, et plus précisément l'objet de ce webinaire, le solaire photovoltaïque, c'est une énergie renouvelable. Alors, quand on évoque les énergies renouvelables, en fait, en France notamment, il y a différentes énergies, hein. La première énergie renouvelable qu'on ne pense pas forcément en premier, c'est le bois énergie. Principalement pour le chauffage des locaux, alimenter les réseaux de chaleur. On a également l'hydraulique, beaucoup à travers l'hydroélectricité notamment. Et puis, on va retrouver également les biocarburants, l'incorporation de biocarburants dans les carburants actuels. On a également tout ce qui est pompe à chaleur, éolien, et ensuite, justement, le solaire qui arrive en dernière position. Une énergie qui est très abondante et qui pourtant reste au final assez peu développée, et on a une marge de progression assez importante sur cette énergie-là. Le solaire photovoltaïque, la technologie. Alors, quand on parle de panneaux solaires, en fait, il y a deux types de panneaux. Les panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité et les panneaux thermiques qui vont produire de la chaleur. On ne va pas réellement avoir les mêmes objectifs, hein. Les panneaux thermiques vont plutôt permettre de produire de la chaleur pour l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage des locaux.
alors que les panneaux solaires photovoltaïques, eux, vont vraiment être là pour produire de l'électricité, pas simplement pour les appareils de chauffage, hein, mais également pour l'ensemble des consommations électriques d'un logement ou de bâtiments tertiaires ou professionnels. Les panneaux thermiques, ce ne sera pas abordé ce soir, puisque ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Donc, la composition d'une cellule photovoltaïque, donc alors, c'est un petit schéma, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est juste pour vous dire que globalement, on a une couche très fine d'assemblage de matériaux qui, grâce au rayonnement lumineux, hein, donc vraiment le rayonnement, on n'est vraiment pas sur la chaleur, donc on va générer un courant électrique qui va pouvoir alimenter donc, les appareils de la maison. L'objectif, hein, c'est vraiment, par l'intermédiaire d'un panneau photovoltaïque, c'est de transformer donc, l'énergie d'un photon, hein, donc de l'onde lumineuse, en électrons et donc en courant électrique. Donc, sur l'installation de panneaux photovoltaïques dans votre maison, donc, on va retrouver donc, ces panneaux solaires, généralement installés en toiture, bien qu'ils peuvent être aussi installés au sol, hein. L'unité de puissance de l'installation, on va l'exprimer en kilowatts-crête, hein, et l'énergie qui sera fournie donc, par ces panneaux, on va l'exprimer en kilowattheure. Donc, c'est aussi l'expression de l'énergie que vous consommez à votre compteur, hein, en électricité, vous consommez des kilowattheures. Donc, voilà, c'est la même chose. Pour fonctionner, l'installation, elle a besoin aussi d'un onduleur qui est raccordé aussi au réseau, en règle générale, pour pouvoir donc avoir le même redressement, sortir en 50 Hz en alternatif. Généralement, on a deux types d'onduleurs. Soit on a un onduleur centralisé, un onduleur central, donc avec des durées de vie qui sont généralement 7 à 10 ans. Voilà. Soit on va avoir des technologies de micro-onduleurs là, qui sont sous chaque panneau. Et en fait, chacune de ces techniques a un peu ses avantages et puis ses inconvénients. Sur du micro-onduleur, ça va permettre, par exemple, quand vous avez des masques ou un mauvais fonctionnement sur un panneau, ça va permettre à ce que l'installation elle continue à fonctionner. Quand vous êtes sur un onduleur centralisé, voilà, vous pouvez, si vous avez un masque, avoir toute une rangée de panneaux qui sont éteints. Par contre, quand vous avez des interventions, mais si vous êtes amené à changer l'onduleur central, certes, c'est plus cher, mais vous allez le faire qu'une fois. Si c'est du micro-onduleur, eh bien, vous allez pouvoir potentiellement avoir plusieurs interventions de SAV sur l'installation. Et on est donc raccordé au réseau, surtout si vous êtes sur des contrats soit de revente totale, soit d'autoconsommation avec revente du surplus. Donc, il faut faire une demande de raccordement auprès d'Enedis, le gestionnaire du réseau. Et enfin, en termes de comptage, quand vous êtes en autoconsommation, en fait, si vous êtes déjà sur un compteur Linky, on va travailler, vous allez avoir un seul compteur sur votre installation. Et si vous êtes sur un contrat de revente totale, là, vous aurez deux compteurs Linky. Et enfin, ces panneaux, comme l'a précisé mon collègue, vont servir à alimenter donc en flux direct, vos équipements électriques, donc que ce soit des équipements audiovisuels ou vos équipements de cuisson. Et puis, ça peut aussi alimenter, bien sûr, vos équipements de chauffage ou de refroidissement. Donc, au niveau de la toiture, donc, quand on parle panneaux photovoltaïques, donc, on évoque souvent les panneaux qui sont installés sur les toits, donc, pour différentes raisons.
Donc, les panneaux photovoltaïques, pourquoi on les mettrait plus sur les toits? Alors, les panneaux photovoltaïques, pourquoi on les mettrait plus sur les toits? Alors, parce que on consacre moins de place. Ça permet de valoriser un espace qui n'est pas forcément bien valorisé la plupart du temps. Et, euh, et donc, au niveau de la toiture, donc, il faut quand même faire attention à différents paramètres, notamment trois. Le premier qui vient à l'esprit, donc, c'est l'orientation et l'inclinaison des panneaux. Donc, ce qu'on peut voir en fait avec le diagramme, c'est que la roue, donc c'est que globalement, on a une orientation qui est plutôt favorable jusqu'à l'est et à l'ouest. Donc, si la toiture n'est pas orientée plein sud, ce n'est pas forcément grave en soi, hein. On a quand même des bons rendements, on va dire, au niveau sur sur ce que peuvent récupérer les panneaux. L'inclinaison va jouer également. Par contre, évidemment, on va éviter toutes les expositions à partir du nord-ouest jusqu'au nord-est. Voilà. Mais l'orientation et l'inclinaison, donc ça, c'est le premier paramètre. Après, il y a aussi deux autres paramètres que sont l'encombrement et les ombrages. Donc, l'encombrement, bah, évidemment, va venir réduire un peu la surface possible d'installation. Donc, quand on a des Velux, des cheminées, enfin voilà, des antennes. Et les ombrages, bah, ça peut alors justement être lié à des cheminées hein, qui peuvent venir faire de l'ombrage sur toute une partie de la journée sur des panneaux qui peuvent être installés derrière ou à côté. Il peut y avoir également ce qu'on peut appeler des masques proches, qui peuvent être la végétation. Bien faire attention si on installe des panneaux en plein hiver, oui, bah, bien réfléchir à ce que le grand chêne d'à côté ou les grands arbres d'à côté, bah, ils vont peut-être avoir effectivement un feuillage beaucoup plus dense en plein été et qui potentiellement peuvent faire de l'ombre aux panneaux, quoi. Et ensuite, on peut également aussi avoir des masques liés à des bâtiments ou même à du relief, hein. Voilà, du relief assez proche. Donc, choisir sa toiture, c'est aussi faire attention donc, à son état. Donc, on évitera évidemment des charpentes qui sont un petit peu fragiles. On fera attention sur le bâti ancien, à l'état de la couverture. Euh, il faut faire aussi attention aux problématiques d'amiante qu'on peut avoir dans les toitures qui viennent considérablement compliquer l'installation de panneaux solaires. En altitude ou dans les zones, on va dire, montagneuses, effectivement, il faut faire attention à la neige, au poids. Donc, le poids cumulé de la charpente, des fois de la couverture, plus des panneaux, plus de la neige, bah, il faut s'assurer qu'effectivement, en hiver, ça ne pose pas de problème. Et puis, bah, la nature du bâtiment, notamment par rapport au risque incendie, notamment sur des bâtiments agricoles où on va stocker, par exemple, du foin. Bah, évidemment, il faudra bien faire attention, hein. Il y a déjà eu des cas comme quoi bah, voilà, il fallait faire attention à prendre des mesures de précaution au niveau du stockage parce que les panneaux, par exemple, chauffent. Voilà, il faut faire attention à tout ça. Et puis, bah, la surface disponible, donc pareil, il faut regarder les différents éléments qu'il peut y avoir en toiture et puis bah, essayer de voir quelle surface on peut exploiter. Alors, les vues satellites peuvent déjà permettre d'avoir une première approche et choisir toujours pareil, la bonne orientation, hein. Donc, typiquement, là, on voit, par exemple, sur la photo, qu'on est orienté sud, on n'est pas totalement plein sud, mais bon, c'est pas forcément très problématique pour l'installation de panneaux solaires et avoir des plutôt bons rendements. Les modes de pose en toiture, donc ça aussi, c'est un point très important. Donc, il y a soit la surimposition, soit l'intégration. Globalement, comme on peut voir sur les photos, donc la surimposition, bah, c'est mettre les panneaux par-dessus la couverture, par-dessus les tuiles. L'intégration, ce sont les panneaux photovoltaïques qui assurent bah, du coup la couverture sur la zone où ils sont installés et du coup assurent aussi l'étanchéité. La surimposition est fortement recommandée dans, on va dire, la quasi-totalité des cas. Ouais, elle est fortement recommandée.
principalement à cause des problèmes d'étanchéité qu'on peut avoir avec l'intégration. Les retours font que, oui, les problèmes d'étanchéité sont bien plus importants en intégration. Après, on a également une meilleure production solaire. Alors, pourquoi une meilleure production solaire, une légère meilleure? Parce qu'en fait, les panneaux vont chauffer, notamment en plein été. Et plus les panneaux seront chauds, plus ils vont voir leur rendement diminuer un petit peu. Donc, effectivement, si on est en surimposition, la chaleur peut mieux s'évacuer et donc la production, notamment en période estivale, va être un petit peu plus importante au niveau des panneaux. Et les coûts de pose sont tout simplement plus faibles, hein, aussi en surimposition. Vous avez une prime à l'intégration paysagère avec l'intégration, vous n'avez pas en surimposition. L'intégration peut permettre aussi d'alléger la charpente. Donc, voilà, quand on a des problématiques de poids, ça peut être judicieux de passer en intégration. Mais dans la plupart des cas, la surimposition reste conseillée et la plupart du temps, les artisans vous orientent vers cette solution. Combien peut produire mon installation? Donc, tout va dépendre un petit peu de la taille de l'installation, de la taille et de la puissance et du nombre de panneaux qu'on va mettre. Donc, on peut avoir différentes tailles, différentes formes, on peut avoir différentes puissances par modèle de panneaux. Donc, ça peut être un petit peu variable. Par contre, l'élément principal qui va être retenu pour une installation et pour comparer de plusieurs installations entre elles, c'est vraiment la puissance au final totale. Il s'exprime en kilowatts crête, donc la puissance maximale que les panneaux peuvent produire quand on a un très bon ensoleillement. Par contre, évidemment, la plupart du temps, la puissance maximale n'est pas forcément atteinte, hein. Donc, la production solaire, avec la production solaire photovoltaïque qui est liée à la puissance des panneaux. Et dans notre région, on estime qu'on est sur une moyenne de 1000 à 1100 kWh par kilowatt crête installé. Donc, au niveau du modèle économique, donc on a, alors c'est un paramètre c'est l'un des premiers paramètres qui rentre en compte dans une installation solaire, car au final, beaucoup de particuliers nous appellent, beaucoup d'entreprises, de professionnels aussi peuvent nous appeler pour savoir, au final, est-ce que c'est rentable pour mon cas personnel? Donc, ça, c'est bien à étudier. Et dans on va dire, l'étude économique, il y a le cas de la revente. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 3 cas. Soit on revend totalement l'électricité à un acheteur d'électricité sur le réseau, pour faire simple. Donc, ça peut être EDF obligation d'achat. C'est le plus connu, tout simplement parce qu'avec EDF OA, vous avez du coup l'obligation d'achat, vous avez un tarif de revente qui entre guillemets, va être subventionné, va être aidé. Donc, en revente totale, vous revendez totalement l'électricité, vous avez un prix de revente qui est fixe sur 20 ans. Vous pouvez rester dans l'obligation d'achat, donc dans le deuxième cas, en autoconsommation avec revente de surplus, c'est-à-dire que vous consommez votre propre électricité. L'électricité, entre guillemets, va directement dans vos appareils que vous consommez dans votre bâtiment. Et ensuite, le surplus, s'il y en a, est revendu sur le réseau et réinjecté sur le réseau et revendu. Le prix de revente, lui, est inférieur à la revente totale puisque l'objectif premier, ce n'est pas de produire le plus possible pour injecter sur le réseau, mais de produire pour sa consommation. Et ensuite, le troisième cas, c'est l'autoconsommation totale. Il n'y a pas de revente. Ce qui n'est pas consommé est injecté, mais en petite quantité, et gratuitement sur le réseau. Donc, premier cas, la vente totale. Donc, la vente totale, globalement, quand on regarde le schéma, donc vous avez le réseau, la maison avec les panneaux, et vous avez 2 compteurs.
Donc, vous avez un compteur pour importer l'électricité pour les appareils de la maison et vous avez un compteur pour, du coup, réinjecter l'électricité totalement sur le réseau. Il faut bien avoir en tête qu'au final, les panneaux ne sont pas reliés au final directement au réseau de la maison et on est vraiment sur deux systèmes différents. Donc, il y a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Donc, l'avantage de la vente totale, c'est qu'on a un temps de retour sur investissement qui est connu, tout simplement parce qu'on a un tarif de revente qui est sur 20 ans, qui est fixe. Et donc, en fonction de ce que vous avez investi au niveau de l'installation, du tarif de rachat et de la production moyenne par année en termes d'électricité, eh ben, vous pouvez connaître à peu près, approximativement, on va dire, le temps de retour sur investissement. Donc, vous avez une sécurisation au niveau de l'investissement. Ce n'est pas un temps de retour sur investissement qui est forcément très faible. Hein. On est plutôt entre 15 à 20 ans. Après, tout va voilà, c'est en moyenne. Et puis, optimisation de la surface de la toiture. Alors ça, c'est plutôt pour dire que globalement, l'objectif premier, c'est faire de la production. Donc, voilà, plus vous allez être sur des petites installations, moins la vente totale va être très intéressante. Voilà. En termes d'inconvénients, par contre, vous n'avez pas de diminution des factures d'électricité. Donc, si l'objectif premier, c'était de ressentir réellement la diminution de la facture d'électricité, là, vous n'allez pas la ressentir. Donc, au niveau de la vente totale, les tarifs actuels, donc, vous pouvez les voir sur le tableau. Donc, ils sont assez importants. Et quand on compare par rapport au deuxième cas qu'on va voir après, c'est sûr que voilà, le tarif de revente est nettement plus important. La prime d'intégration paysagère, elle, par contre, est vraiment différente. Hein. C'est-à-dire que quand on est en intégration, ça n'a rien à voir avec qu'on soit en vente de surplus ou en vente totale. Hein. Donc, au niveau de la vente totale, ce que l'on peut voir, c'est que sur les 10 dernières années, donc le tarif de revente a été régulièrement diminué. Et il est actuellement dans une phase de stagnation, voire d'augmentation suite à l'évolution des prix de l'énergie. Mais voilà, la vente totale, effectivement, on en voyait beaucoup. On pouvait atteindre des tarifs de 60 centimes le kilowattheure il y a 10 ans. Bon, c'est sûr que c'était une autre époque. Et ce qui est important, en fait, c'est que ce tarif d'achat en revente totale, c'est un tarif qui est fixe sur la période de 20 ans. Donc, quelle que soit l'évolution du coût de l'électricité à l'avenir, ce tarif, il n'est pas renégocié. Hein, c'est un tarif fixe. Voilà, donc, on n'a pas de revalorisation sur la période des 20 années de contrat. Deuxième cas, autoconsommation avec vente de surplus. Donc là aussi, donc quand on parle de vente, donc ça veut dire que globalement, tout le surplus que vous allez réinjecter sur le réseau, là aussi, on peut avoir un tarif de rachat, donc en obligation d'achat qui peut être défini pendant 20 ans. Et lui aussi, il ne va pas être révisé, donc il ne va pas être modifié. Par contre, en plus, vous pouvez avoir une prime à l'investissement, donc qui va varier en fonction de la puissance de l'installation. Et qui, selon les cas, peut être versé dans les 5 ans ou dès la première année, donc en même temps que la rémunération pour la vente d'électricité. Voilà. Donc la prime à l'investissement, elle n'est due qu'une seule fois, hein, et donc elle est définie quand vous allez établir le contrat avec EDF OA. L'avantage de l'autoconsommation avec vente de surplus, c'est que vous avez une diminution directe des factures d'énergie. Donc, vous voyez en fait votre consommation d'énergie auprès de votre fournisseur qui va diminuer. Ce qui n'est pas consommé sur place, donc est revendu sur le réseau. Par contre, effectivement, donc, ça peut rentrer dans les avantages et les inconvénients, c'est qu'on va dépendre du prix de l'énergie. C'est-à-dire que plus le coût de l'électricité va devenir cher, enfin, plus il va être élevé, on va dire, plus effectivement l'autoconsommation avec vente de surplus va être intéressante. Plus effectivement les tarifs de l'électricité stagnent ou augmentent assez peu, effectivement,
l'autoconsommation avec vente de surplus, le temps de retour sur investissement va augmenter. Voilà. Donc ça, c'est un peu difficile à déterminer hein, quand on fait une installation. Et donc sur une simulation économique avec ce tarif, enfin ce cas au niveau de la revente, bon, c'est un peu plus hypothétique. Il y a aussi un deuxième point qui rend assez hypothétique les simulations des fois qu'on peut faire sur le temps de retour sur investissement, c'est vos habitudes de consommation d'électricité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je consomme tant d'électricité sur telle période de l'année, plutôt la nuit, plutôt le jour. Bon, tout ça, on peut éventuellement, si on a toutes les données, prendre en compte, si on y arrive. Mais effectivement, vos consommations d'électricité dans le futur, elles peuvent évoluer aussi. Voilà. Et donc, il peut y avoir des changements. Donc, soit vous pouvez diminuer vos consommations d'électricité, soit vous pouvez fortement les réduire, soit fortement les augmenter. Et donc, ça aussi, ça va avoir un impact sur le temps de retour sur investissement. Donc, le prix de revente de l'électricité en vente de surplus est plus faible, hein, est bien plus faible. Il faut plus le voir, alors, pas comme un bonus, mais pas comme l'objectif premier de l'autoconsommation avec vente de surplus. Et c'est pour ça qu'au final, le tarif de vente est plus faible. Par contre, à côté de ça, vous avez une prime à investissement qui, plus l'installation va être petite en termes de puissance, plus elle va être élevée, tout simplement pour permettre d'avoir une meilleure rentabilité sur les petites installations. L'autoconsommation avec vente de surplus, donc le troisième cas, donc là, c'est vraiment si, sans vente de surplus, pardon, excusez-moi. Donc là, c'est vraiment si on a peu de surplus, qu'on le cède gratuitement au réseau et qu'on va importer uniquement de l'électricité depuis le réseau pour permettre de couvrir, on va dire, les besoins hein, en termes d'électricité. Ça va, pareil, les avantages et les inconvénients, on va retrouver à peu près les mêmes qu'en autoconsommation sans vente de surplus. Le dimensionnement hein, de l'installation, donc là aussi, va être assez importante et mieux vaut ne pas trop surdimensionner les installations quand ce n'est pas forcément nécessaire et que ça ne colle pas forcément par rapport à vos besoins. Alors, on va faire un petit point sur quelques idées reçues sur le photovoltaïque. La première, souvent, ce qu'on entend, c'est que les panneaux ne sont pas recyclables. Donc, aujourd'hui, on a des filières qui se sont mises en place et puis on arrive assez bien à désassembler les panneaux et arriver à des taux de valorisation qui sont relativement importants. Hein. Un panneau, c'est quand même du verre, de l'aluminium, du silicium. Ce n'est pas forcément des composés qui sont très compliqués à recycler. Donc, on arrive à des taux moyens de valorisation aujourd'hui de l'ordre de 94% en masse sur de valorisation sur les panneaux. Après, sans doute que le plus compliqué, c'est vraiment d'organiser la collecte. Donc ça, c'est un autre point, hein, de pouvoir capter en fait les gisements. Ce point-là, en fait, il va se mettre en place au fur et à mesure en fait, qu'on aura des installations qui vont vieillir et qui vont arriver à démantèlement en fin de vie. Donc, grosso modo, on est quand même sur des durées de vie de l'ordre de 20, 25 ans, voire même plus. Hein. Aujourd'hui, vous avez des installations donc en garantie de production, on est sur 95% de production garantie à 20 ans. Donc, ça, voilà, même à 20 ans, une installation en photovoltaïque, elle n'est pas encore en fin de vie. Hein. Donc, il faut que la filière va s'organiser sans doute pour arriver à capter les différents gisements. Donc, voilà, c'est ce qu'on disait. On a des panneaux qui vont être retirés. Donc, c'est surtout la partie collecte qui sera un petit peu compliquée à mettre en place. On a déjà des installations de recyclage qui sont en place. Et après, les différents constituants, on peut même les réintégrer dans des productions de nouveaux panneaux ou les valoriser dans d'autres filières de production. Voilà. Donc, c'est quelque chose quand même qui se met relativement bien en place et sur lesquels voilà, on arrive
avoir des bons taux de valorisation. Après, souvent, un peu ce qu'on a aussi comme idée reçue, c'est la différence entre autoconsommer, donc produire une partie de sa consommation par des panneaux photovoltaïques, et que sur cette production, on puisse en consommer une partie et puis être autonome. Être autonome, c'est compliqué en fait d'être autonome. Parce qu'en fait, on a beaucoup de facteurs. Donc, l'autonomie sur l'année, ça peut être relativement compliqué parce que vous avez des besoins qui varient au fur et à mesure, suivant les différents mois. Suivant aussi quel type d'équipement vous avez. Si par exemple vous êtes en chauffage électrique ou même avec une pompe à chaleur, votre profil de consommation est quand même très différent de votre profil de production. Hein. On a quand même plutôt sur les panneaux photovoltaïques une production qui est importante sur les mois allez, on va dire à partir de mi-avril jusqu'en septembre, alors que vos besoins pour votre logement, notamment si vous êtes sur du chauffage électrique ou voilà, de la pompe à chaleur, vos besoins, eh ben, eux, ils sont plus importants sur les mois de janvier, février, mars encore, et puis mi-octobre, novembre et décembre. Donc, on est vraiment décalé en termes de besoins et en termes de production. Voilà. Donc, après, vous avez aussi l'autonomie par rapport à la journée. C'est pareil, vos panneaux photovoltaïques, ils vont plutôt produire en journée, et vous allez peut-être avoir des besoins en fin de journée pour de la cuisson, pour de l'éclairage, pour de l'électroménager, et qui ne vont pas forcément être en phase avec vos besoins. Voilà. Donc, on a pris un petit cas concret sur l'autoconsommation, la différence entre autoconsommation, autoproduction. Donc, avec votre installation de photovoltaïque, on prend l'exemple où vous êtes sur de l'autoconsommation avec revente du surplus. Vous allez peut-être donc avoir une installation qui peut vous produire 8000 kWh, par exemple. Sur ces 8000 kWh, vous allez en consommer entre 35 et 40%. 40%, c'est déjà pas mal. On arrive déjà à bien déporter certains usages, comme par exemple faire fonctionner son électroménager en journée, détourner, si par exemple vous avez une production d'eau chaude sanitaire avec un cumulus électrique, et bien pareil, déporter votre production d'eau chaude sanitaire en journée. Donc ça permet d'améliorer un peu son taux d'autoconsommation. 40%, c'est déjà pas mal. Donc voilà, vous allez… Et puis, en fait, si on regarde par rapport à votre consommation totale, ce que vous aurez consommé qui sera vraiment lié à votre production, donc mettons les 40% d'une installation qui pourrait en produire 8000 kWh. Si vos besoins ils sont de 17 000 kWh, par exemple, eh bien, ce que vous aurez produit, ce sera consommé, ce sera à peu près 3500 kWh liés à votre production, mais ça va représenter quand même un pourcentage relativement faible, une vingtaine de pourcents, par rapport à vos besoins totaux sur l'année. Voilà. Donc, c'est vraiment ces choses qu'il faut bien avoir en tête. Donc, bien regarder les usages qu'on a, bien regarder, et ça tout au long, bien regarder son profil de consommation d'électricité pour bien pouvoir dimensionner en fait son installation en fonction de ses besoins, et surtout de pouvoir maximiser la partie autoconsommée par rapport à la revente de surplus. Donc voilà, là typiquement, on a un peu un profil de consommation qui est donc, c'est les barres en bleu. Il est même pas très creusé sur la période
estivale. On arrive même à avoir des profils de consommation qui sont bien plus creusés que ça sur la partie estivale, hein. Si vous êtes en chauffage électrique ou avec une pompe à chaleur, on peut vraiment avoir des profils qui sont plus creusés que ça. Et puis, en jaune orangé, là, vous avez la courbe de production de votre installation. Et toute la différence sur la partie principalement estivale entre votre production et votre consommation, eh bien, ça va être du surplus. Et même sur votre profil de production, il y a une partie, sans doute, de votre consommation qui ne pourra pas être prise, même si vous avez une production qui est excédentaire à votre consommation. C'est toute votre consommation qui est en nocturne, par exemple, ou qui peut être décalée aussi par rapport à l'exposition de votre installation. Si vous avez une exposition d'installation qui est plutôt, mettons, est, par exemple, donc vous allez avoir une production relativement tôt le matin, sans doute jusqu'en début d'après-midi. Et puis après, en fin de journée, peut-être que ce sera au moment où vous aurez besoin, parce que vous allez rentrer chez vous, vous allez démarrer par exemple votre électroménager, ou eh bien en fait vous n'aurez pas de production à mettre, enfin, par rapport à vos besoins. Et puis l'autre chose aussi, c'est que parfois vous allez avoir une production en journée et pas de besoin à mettre en face. Voilà, donc on retrouve un peu ce qu'on vient de discuter là maintenant, hein. Ça, c'est plutôt par rapport à une journée, justement, hein. Donc, en bleu, on retrouve toujours un petit peu les courbes de consommation. En orangé, c'est la courbe de production. Et puis, en vert, un peu, ce qu'on ressort, c'est la partie autoconsommation, justement. Donc voilà, on peut avoir des besoins un petit peu le matin, on va avoir des besoins sur l'après-midi, sur la fin de journée, mais ça n'empêche que notre pic de production, il va être centré sur 10 heures, 16 heures par exemple. Et si on n'a pas détourné certains usages de consommation, donc on a cité l'eau chaude sanitaire, l'électroménager. Si vous avez un véhicule électrique, ça peut être aussi de le brancher en journée. Mais souvent, si vous rentrez que le soir, et vous ne pourrez pas profiter de votre installation photovoltaïque pour recharger votre voiture. Voilà, donc c'est l'objectif d'une installation en autoconsommation, c'est vraiment d'essayer le plus possible de mettre en phase ses besoins avec la production pour maximiser la partie autoconsommée, ce qui fait que vous allez mieux rentabiliser votre installation. Donc, en conclusion, l'autoconsommation, c'est vraiment à adapter au cas par cas. On ne peut pas définir des généralités. Certains ménages vont, par exemple, avoir des piscines l'été, enfin, voilà, ils auront leur compte de piscine l'été, ou alors ils vont faire un petit peu de rafraîchissement, ce qui fait qu'ils auront des besoins plus importants en été. Donc, voilà, une installation en photovoltaïque, elle sera peut-être relativement bien adapté à ce profil de ménage. Si vous êtes en tout chauffage électrique sur radiateur et que l'été, vous n'avez que vos consommations spécifiques, votre électroménager, l'éclairage et puis votre production d'eau chaude sanitaire, et que vous êtes un foyer de 2 personnes, ça va vous faire une consommation sur les mois d'été de peut-être 300 kWh, par exemple. Eh bien, on ne va pas pouvoir dimensionner une installation très, très puissante qui sera vraiment adaptée à votre profil pour avoir un bon taux d'autoconsommation. Donc voilà, ces aspects-là, hein, sur quels sont les usages que je peux détourner, comment dimensionner mon installation, c'est vraiment du sur-mesure adapté au profil de chacun des foyers. On a quand même des possibilités, notamment on le rencontre surtout pour des sites isolés,
sont pas forcément alimentés par le réseau, mais qui peuvent être aussi reproduits pour des particuliers qui sont connectés au réseau, hein. Des possibilités de stockage d'énergie sur des batteries. Donc là, on parle de vraies batteries physiques, hein. Généralement, c'est quand même plutôt des installations, enfin, c'est plutôt une option qui est relativement onéreuse, d'avoir un stockage sur batterie physique. Ça permet d'augmenter son taux d'autoconsommation, parce que vous allez pouvoir utiliser cette énergie qui a été stockée sur la journée, vous allez pouvoir l'utiliser en soirée ou en partie de nuit. Ce que vous allez pouvoir valoriser, ça va beaucoup dépendre de la capacité de stockage de ces batteries physiques. Et forcément, plus vous avez une capacité de stockage qui est importante, plus le coût est important. Voilà. Donc, ça peut pénaliser quand même assez rapidement la rentabilité de l'installation. Ces batteries physiques, elles ont aussi des durées de vie qui ne sont pas forcément les mêmes que les durées de vie des panneaux. Donc, sans doute qu'il faudra envisager au bout d'une douzaine d'années de les remplacer. Voilà, donc, en saison hivernale, en tout cas, sur des stockages batteries physiques, on fait du report à la journée, mais on ne fait pas de report intersaison, hein. On ne fait pas du stockage, par exemple, de la production de ce qui a été produit en été pour le valoriser en hiver, parce qu'autrement, il faudrait vraiment avoir un stockage très, très important. Voilà. Donc, au final, on en arrive à la question de est-ce qu'on ne peut pas regarder au-delà du solaire photovoltaïque, puisque au final, quand des fois on a des particuliers, mais pas seulement, qui nous contactent et qui nous disent qu'effectivement ils veulent réduire leur consommation d'énergie. Enfin, pourquoi ils veulent ils veulent installer des panneaux solaires photovoltaïques qui produisent de l'électricité? C'est pour réduire les consommations d'énergie. Et effectivement, on peut peut-être prendre l'approche de manière un petit peu plus globale, notamment sur les logements, où au final, je prends par exemple le cas du chauffage électrique l'hiver. Je mets des panneaux photovoltaïques. C'est vrai que c'est peu compatible. Mais du coup, au final, la meilleure solution, oui, ça reste au final de réduire l'utilisation du chauffage électrique l'hiver. Alors, comment on peut le faire? Alors, il faut voir les possibilités qui peuvent être en place, ce qui est aussi en fonction des attentes du propriétaire, mais ça peut être en passant par des systèmes plus efficaces, en isolant davantage le bâtiment. Enfin, voilà. Donc, chaque cas est vraiment différent, hein. On va pas forcément détailler au cas par cas, mais il y a vraiment un ordre à prendre. Et là, on le voit très bien sur le schéma. C'est vraiment de partir de la sobriété, qui est théoriquement le plus simple à faire et la plupart du temps, ce qui, on va dire, coûte le moins cher en termes d'investissement. Ensuite, arriver vers l'efficacité et ensuite le renouvelable. Alors souvent, on peut confondre la sobriété et l'efficacité, parce que la sobriété, c'est plutôt, comme c'est indiqué, prioriser les besoins énergétiques essentiels. Donc, faire l'isolation d'un bâtiment, c'est rendre un bâtiment efficace. Changer le système de chauffage par un système qui est plus efficace, qui va être un peu plus performant, là, on rentre dans l'efficacité. La sobriété, c'est vraiment sur les usages, les comportements. Voilà, principalement. Et donc, par exemple, éviter de surchauffer les bâtiments ou de tout chauffer un bâtiment s'il y a une bonne partie qui est peu isolée. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça. Et évidemment, ça peut être étendu plus qu'on va dire le bâtiment, hein. Mais ensuite, on va sur l'efficacité. Donc là, on améliore l'isolation, le chauffage et autres. Et ensuite, alors au niveau des consommations d'électricité, par exemple, il y a aussi l'éclairage. Donc, si on prend par exemple des bureaux, on peut aussi aller remplacer le système d'éclairage au niveau des bureaux. Souvent, c'est un poste qui est assez important en termes de consommation. Donc, voilà. Et ensuite, on va vers le renouvelable. Ça, c'est vraiment
entre guillemets, la dernière étape. Quand on a évalué que voilà, on était déjà passé sur des mesures de sobriété, d'efficacité, on avait isolé correctement le bâtiment ou du moins sans tout refaire dans le bâtiment, voilà, on a jugé qu'effectivement on pouvait aller, que c'était difficile d'aller plus loin. Dans un cas particulier, effectivement, on peut aller sur des renouvelables et pourquoi pas du solaire photovoltaïque. Hein, voilà, c'est une énergie parmi d'autres. Mais il faut bien avoir en tête que les énergies renouvelables vont atteindre plus facilement leur objectif quand vous êtes déjà passé par les 2 étapes précédentes. Voilà. Donc, au final, est-ce qu'on peut dire, Johan, que la première priorité, c'est de diminuer ses consommations avant de chercher à produire de l'énergie? C'est ça, globalement. D'accord. Donc, en axe d'amélioration, il y a 2 axes, souvent, avec un objectif principal et celui qui est le plus mis en avant. La plupart du temps, c'est le côté facture énergétique. Donc, l'aspect financier, même s'il n'y a pas que ça, et pas forcément ça dépend aussi des personnes qu'on peut avoir en face et des sensibilités. Mais la facture énergétique, c'est quand même souvent l'un des premiers objectifs. Et donc, il y a 2 axes et qui sont complémentaires. C'est-à-dire que on a un cas typique où, par exemple, on veut remplacer un système de chauffage et que on veut choisir la bonne énergie ou le bon contrat. Donc, prenons l'exemple concret des granulés. On était passé, on installe une chaudière à granulés qui ne va pas forcément avoir des meilleurs rendements que une chaudière fuel, qui avait des très bons rendements avant et qui n'était pas si vieille que ça. Du coup, en fait, on se rend compte qu'après, si on regardait uniquement l'aspect financier, effectivement, on voit qu'en fait, on est soumis au marché. Donc, l'idée, c'est aussi de réduire les besoins de chauffage en même temps et d'eau chaude sanitaire et d'énergie de manière générale. Le photovoltaïque peut y aider, mais là aussi, voilà, on a dit il y avait d'autres priorités des fois dans les bâtiments comme l'isolation et l'efficacité des systèmes de chauffage. D'accord. Donc, pour jouer sur ma facture énergétique, il faut à la fois que je surveille le tarif de mon kilowattheure, que je choisisse une énergie pas trop chère, et à la fois que je travaille à réduire mes consommations. Exactement, en fait, c'est ça. Et donc, il y a aussi l'empreinte écologique. Très brièvement, ça en fait aussi partie des objectifs et on valorise aussi les bâtiments en ayant une approche plus globale au niveau des travaux de rénovation énergétique. Sur l'empreinte écologique, c'est à la fois diminuer les consommations et choisir une énergie qui a un facteur d'émission de gaz à effet de serre qui est relativement faible. Oui. Donc, au niveau de la plateforme 3CM Rénov+, on a 2 types de services. Donc, globalement, on a le conseil personnalisé. Si vous avez des questions, que ce soit de manière générale dans le bâtiment, mais aussi sur le solaire, photovoltaïque, voilà, donc on aborde toutes les thématiques. Donc, vous pouvez nous téléphoner ou aussi en permanence décentralisée, donc au siège de la communauté de communes, donc à Montluel. Ou sinon, si vraiment vous ne pouvez pas, on peut aussi prendre des rendez-vous physiques sur Bourg. Ça fait un petit peu plus loin. Donc là, les échanges personnalisés peuvent être très brefs. Si c'est des simples questions, des simples renseignements assez brefs et que vous avez déjà pas mal de renseignements ailleurs. Ou sinon, ça peut être des échanges un peu plus poussés. On va essayer de voir quelles possibilités dans le bâtiment il y a à faire en termes d'isolation et de système énergétique. Donc, on est là pour vous conseiller techniquement et puis aussi vous informer sur les aides financières. C'est aussi une demande qui revient de façon très récurrente et les aides financières et les potentiellement mobilisables. Bien potentiellement. Et il y a un autre service également qui est donc l'accompagnement où si là, vous voulez faire un bilan plus poussé du logement, on va dire,
et ben, effectivement, on peut faire une visite à domicile, faire un rapport de simulation thermique avec des préconisations de travaux et ensuite donc, voir un petit peu les travaux qui seraient les plus pertinents ou les prioriser en fonction aussi de vos attentes, mais voilà, et en fonction des faisabilités. Et après, derrière, on est là aussi pour vous accompagner un petit peu sur la recherche d'entreprises locales et analyse des devis. Donc, la réflexion globale sur le logement, elle est importante. Et si, au final, en réfléchissant sur le logement, vous dites, bon, bah, le photovoltaïque, ça me semble être pertinent, que ce soit une petite installation ou une plus grande, enfin, peu importe, bah, vous pouvez directement nous contacter hein, pour justement voir un petit peu au niveau des démarches comment procéder et puis aussi avoir un avis indépendant. Donc, dans un projet photovoltaïque, il faut commencer par évaluer le potentiel de sa toiture. Donc, essayer de voir quelle surface vous pouvez mettre. Pour cela, vous pouvez vous faire aider par des artisans, par exemple, donc qui de toute façon vous faire des devis, donc différents devis. Alors, n'hésitez pas à contacter deux, trois artisans pour comparer, hein, quand même, c'est important de comparer. Une fois que vous avez les devis, donc vous ne signez rien tant que vous ne les avez pas analysés profondément, ne pas s'arrêter uniquement sur le critère du prix. Et puis, après, vous pouvez nous contacter pour étudier le devis et valider toutes les étapes, voilà, si nécessaire. Je pense que la première étape, elle est vraiment très importante. C'est vraiment, alors, même plus qu'évaluer le potentiel de sa toiture, hein, parce que là, on va plus évaluer le potentiel de sa toiture quand on est sur une projection de faire de la revente totale de sa production. Si on s'oriente plutôt vers de l'autoconsommation avec revente ou sans revente, c'est vraiment plus d'étudier son profil de consommation pour vraiment bien pouvoir dimensionner l'installation. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre sa facture ou aller sur son espace personnel chez son fournisseur d'énergie et de regarder son profil de consommation sur toute l'année pour voir justement quels sont les besoins en période de forte production photovoltaïque, donc plutôt pendant les mois d'avril jusqu'à septembre, quels sont les besoins, et puis après de réfléchir dans une journée, comment peuvent se répartir aussi ces besoins. Je pense que c'est vraiment la clé pour aborder un projet d'installation d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation, en tout cas. Donc voilà, donc on arrive à la partie questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions Voilà, vous pouvez poser vos questions par le petit onglet questions et réponses, QR. Donc là, on a déjà quelques questions qui sont posées. On va commencer un peu à y répondre. Alors, je crois que là, la première question, elle portait un petit peu sur l'intégration paysagère et la prime à l'intégration paysagère sur la base que on recommande plutôt, alors sur de l'existant, en tout cas, sur de l'existant, on recommande plutôt des solutions en superposition. Ce qu'il doit avoir aussi en tête, c'est que les aides financières dont vous pouvez bénéficier pour vos projets, elles sont là pour améliorer en fait la rentabilité de votre projet. Donc, si en autoconsommation, par exemple, en revente totale, c'est le prix d'achat qui fait la rentabilité de l'installation. Donc, le prix de rachat de l'énergie, il est calculé pour assurer une rentabilité à, allez, on va dire 12, projection 12-15 ans, pour assurer la rentabilité de l'installation à ce terme-là. Sur de l'autoconsommation, le tarif de soutien de rachat de l'énergie, il est plus faible. Donc, on a en plus la prime à l'investissement
Puis elle, c'est pareil, elle est là pour assurer la rentabilité de l'installation. Et la prime paysagère, c'est un peu la même chose en fait. C'est simplement que souvent les coûts ils sont plus importants en intégré qu'en superposé. Donc, on a aussi une petite prime dans ce cadre-là pour remonter un petit peu le taux de retour sur investissement aux autres types d'installations. Voilà. Après, on avait une question. 1000 ou 1100 kW/crête pour quelle surface? Alors, je pense que c'était plutôt sur la partie ratio de production par kilowatt-crête. Donc, en fait, le ratio de production dans notre zone, il est à peu près, voilà, vous êtes un petit peu plus au sud du département de l'Ain. Donc, grosso modo, sur une bonne exposition, il est à peu près de 1100 à 1200 kWh par kilowatt-crête installé. Ça veut dire que si vous avez une installation de 3 kW/crête, par exemple, eh bien, vous allez peut-être pouvoir produire sur une exposition sud 3600 kWh à l'année. Voilà. Donc, c'est le ratio de 1100 ou 1200 kWh par kilowatt-crête, il s'affranchit de la surface. Et après, quelle surface de panneau il vous faut pour avoir une puissance d'1 kilowatt-crête? Ben ça va dépendre justement aussi de la technologie de panneau. On a des panneaux, les plus anciennes générations, on avait par exemple des puissances de 250 watts-crête sur des panneaux qui faisaient 1,7 mètres carrés. Aujourd'hui, on est plutôt sur les dernières générations, on est plutôt sur des puissances de 500, voire même 550 watts-crête sur des panneaux qui font 2 mètres carrés en règle générale, à peu près. Donc, combien il vous faut de panneaux pour avoir 1 kilowatt-crête? Eh bien, 1, 2, 3 ou 4, en fonction un petit peu de la performance du panneau en lui-même. Donc, si vous avez une surface qui est plutôt contrainte, une surface de toiture qui est plutôt limitée et que vous voulez dimensionner une installation à, je ne sais pas, à 6 kW/crête, par exemple, eh bien, peut-être que vous allez vous orienter vraiment vers des panneaux de dernière génération, mais qui sont un petit peu plus chers. Par contre, si vous avez de la surface un peu disponible, eh bien, vous allez peut-être prendre des panneaux à 400 ou 450 watts-crête pour un panneau qui fait 2 mètres carrés, qui seront un petit peu moins chers parce que vous n'avez pas de contrainte de surface. Ensuite, alors on avait plusieurs questions par rapport au tarif de rachat et de la revalorisation de ce tarif de rachat en fonction de l'évolution du coût de l'électricité. Eh bien, en fait, le tarif de rachat, que vous soyez sur une installation en revente totale ou en autoconsommation, le tarif de rachat, il est défini à la signature de contrat pour une durée de 20 ans. Donc, ce sera un tarif fixe. Par exemple, les personnes qui ont signé des contrats il y a 15 ans, ils ont peut-être signé des contrats à 45 centimes et quelle que soit la variation du tarif de l'électricité, ils sont toujours à ce tarif-là. Si vous installez demain, si vous faites votre installation demain et que vous contractualisez pour de la revente totale, vous allez peut-être contractualiser à 22 ou 23 centimes, mais ce sera un tarif fixe pour les 20 ans à venir. Il n'y a pas de revalorisation du tarif de rachat en fonction de l'évolution du tarif réel de l'électricité. Mais par contre, ce tarif garanti, en fait, il vous permet de vous projeter, surtout si vous êtes sur une installation en revente totale, il vous permet de vous projeter pour définir un petit peu votre temps de retour sur investissement, la rentabilité de l'installation par rapport à l'investissement que vous allez faire. Et si vous êtes en autoconsommation, eh bien en fait, comme l'avait précisé Johan tout à l'heure, si jamais le coût de l'énergie augmente,
Eh bien, le fait que par l'autoconsommation, vous allez diminuer votre consommation électrique du réseau, hein, eh bien, en fait, vous allez rentabiliser plus vite votre installation. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait comme autre question? Alors, avec une orientation est ou ouest, est-ce qu'il vaut mieux mettre tous les panneaux du même côté ou répartir sur les deux orientations? Donc là, je pense que c'est une question par rapport à de l'autoconsommation. Donc, la philosophie, en fait, elle est un petit peu différente suivant votre profil d'usage. Donc là, on va partir que votre profil d'usage, c'est un particulier. Donc, si vous êtes sur un pan Est, vous aurez plutôt une production un peu plus tôt le matin et puis plus forte en fin de matinée et puis après qui va décroître sur le début d'après-midi. Si vous êtes à l'inverse en exposition ouest, eh bien, ça va être le contraire. Vous aurez une production qui sera plus tardive en journée, mais qui sera plus étendue le soir. Donc après, c'est un peu par rapport à vos usages. Si vous pensez que si vous vivez plus tôt le matin et que vous avez des usages qui sont plus importants le matin, ben on va plutôt choisir une orientation est. Si vous allez plutôt avoir des usages un peu plus marqués en fin de journée, parce que c'est au moment où vous rentrez du travail, et ben vous allez plutôt prendre une orientation ouest. Voilà. Après, et puis, si vous voulez avoir une production tout au long de la journée, et ben, voilà, vous allez répartir vos panneaux sur les deux orientations. Et c'est souvent en fait des stratégies qui sont utilisées par exemple dans des entreprises qui veulent avoir une production tout au fil de la journée. Elles sont amenées à répartir sur les deux orientations de toiture, si bien sûr vous n'avez pas de toiture exposée plein sud. Parce que plein sud, c'est un bon, enfin, ou sud-sud-est ou sud-sud-ouest, c'est un peu un bon compromis qui va vous permettre d'avoir une production quand même assez importante au long de votre journée. Voilà. En sachant que sur l'exposition ouest, contrairement à ce qu'on peut penser, la production en été, elle est un petit peu plus faible qu'une production en est, simplement parce que la production en photovoltaïque, elle est quand même assez sensible aussi à la température extérieure et on a quand même une perte de rendement, voilà, en fonction de la température, ce qui fait que souvent l'été, on a des températures qui sont plus élevées en après-midi ou voilà, vers 16h, 17h, et donc on peut avoir des productions un peu moindres. Alors, une question pour Johan. Quels sont les documents à récupérer avant de venir vous demander un accompagnement technique? Les documents à récupérer avant de venir. Oui, donc au niveau de l'accompagnement technique. Alors, ce qu'il faut avoir en tête au niveau de l'accompagnement technique, c'est vraiment pour une approche globale. Hein. Donc, pour situer, c'est pas si vous avez un projet photovoltaïque uniquement, l'accompagnement peut être fait hein, si vous avez besoin d'être accompagné pour rechercher des artisans et autres, mais bon, il n'est pas forcément dédié. C'est vraiment pour faire un tour global du logement. C'est possible, il y a juste une charte d'accompagnement à signer, donc voilà. L'accompagnement, c'est vrai que je ne l'ai pas noté. Par contre, et c'est quand même un point important, il n'est pas totalement gratuit. Les conseils qu'on donne en rendez-vous, donc en physique ou par téléphone, peu importe, eux, donc ils sont gratuits, mais parce qu'ils durent moins longtemps. Par contre, l'accompagnement, on se déplace quand même à domicile, donc effectivement, il y a un coût de 150 €. Voilà. Et si la question portait sur l'accompagnement par rapport à un projet photovoltaïque, une des choses importantes qu'il faut amener, en fait, c'est votre facture d'électricité
et surtout votre profil de consommation sur une année. Oui. Donc, souvent, votre profil, alors après, tout dépend un petit peu de chez quel fournisseur vous êtes, mais souvent, vous avez votre profil de consommation sur votre facture, hein, en histogramme, en barre, ou sinon, vous allez le retrouver sur votre espace personnel. Mais il faut vraiment venir avec votre profil de consommation mois par mois. Si en plus vous avez une répartition heure pleine, heure creuse, bah, c'est pas mal aussi parce que du coup, ça permet de voir un peu comment sont réparties les consommations, si on a des consommations un peu plus importante ou non en nocturne. Voilà, en tout cas, c'est un des points importants, une des pièces importantes à amener en rendez-vous pour pouvoir faire discuter du dimensionnement d'une installation en photovoltaïque. C'est possible d'avoir un investissement. Oui. Ouais. Au niveau des installations photovoltaïques, alors, donc on a une question qui concerne les coûts d'investissement, hein, d'une installation type photovoltaïque. Alors, si on reste sur du particulier, alors les coûts, hein, au niveau du photovoltaïque vont diminuer en fonction de la puissance, c'est-à-dire que plus vous avez des puissances importantes, plus le coût du kilowatt crête va diminuer. Par contre, plus les petites puissances, bah, effectivement, voilà, vont avoir un coût du kilowatt crête qui va être un petit peu plus élevé. Par contre, il y a souvent une puissance qui revient assez régulièrement. On a pu le voir un petit peu sur les différents slides du diapo. Pour des contraintes, soit des contraintes fiscales, enfin, soit sur des contraintes de prime à l'investissement, de tarifs de rachat ou même encore au niveau de la TVA, il y a une puissance seuil qui est souvent valable au niveau des logements, c'est 3 kW crête. Donc, on y voit assez régulièrement. Du coup, on va prendre ce type d'installation. Donc, 3 kW crête, on est à peu près entre… c'est très variable, hein, mais entre 7 000, en moyenne, 7 000 à 10 000 euros, oui, en termes d'investissement, en moyenne. Au-delà de 10 000, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu élevé en termes d'investissement pour un simple 3 kW crête. Ouais. Alors après, ça va dépendre aussi de l'état de la toiture, de l'accessibilité, est-ce que vous avez des micro-onduleurs, des onduleurs, voilà, est-ce que vous avez des fois vous avez des accessoires complémentaires comme des optimiseurs, bon, tout ça, bah oui, forcément, ça fait des surplus éventuels. Mais oui, après, les prix ont peut-être tendance un petit peu à augmenter ces derniers temps. Voilà, donc, bon, on peut voir des fois, c'est déjà arrivé de voir des devis à 7 000. Hein, voilà. Ce qui est important aussi quand vous comparez des offres qui vous sont faites, c'est vraiment de les comparer à périmètre constant. Parce que vous allez peut-être avoir des installations qui vous ont proposées, qui sont un peu des installations sèches. Ça veut dire sans forcément de SAV derrière. Et par contre, vous allez peut-être avoir des offres avec des SAV, même parfois des SAV jusqu'à une vingtaine d'années derrière. Et donc, il faut bien prendre ça aussi en compte dans forcément, il n'y aura pas le même coût, quoi. Si tout le SAV, le remplacement, par exemple, des onduleurs, il est pris en charge dans le SAV sur une période de 20 ans, ben forcément, le coût initial n'est pas le même que si vous êtes sur une solution sèche, quoi. C'est un peu comme si vous achetez une voiture chez un concessionnaire. Si vous partez juste avec la voiture, avec la garantie commerciale de 2 ans, ou si vous partiez avec la voiture et puis un contrat d'entretien sur 5 ans. Forcément, il y a des coûts supplémentaires. Donc ça, il faut bien comparer les offres à périmètre constant. Après, sur la question des coûts également, plus on va être sur des petites puissances, plus ça peut potentiellement être intéressant de passer sur des kits photovoltaïques. Qui, eux, généralement, alors il faut quand même comparer, hein, mais voilà, au coût du kilowatt crête, enfin au coût du watt crête, oui, ils peuvent être un peu moins chers et parfois, des fois, avec des démarches un petit peu moins longues et plus faciles à raccorder. On avait une question sur la prime à l'investissement. Donc, quand on est sur un contrat plutôt autoconsommation avec revente du surplus, si elle est liée à des conditions de ressources. Non. Alors non, elle n'est pas liée à des conditions de ressources, elle est liée
à la puissance de l'installation. Donc, c'est le montant unitaire par kilowatt crête multiplié par la puissance de l'installation. Et on a vu que ce montant par kilowatt crête, il est évolutif, hein, il diminue au fur et à mesure que la puissance de l'installation, elle augmente. Voilà. Mais c'est la seule chose. Il n'y a pas de condition de ressources, ni d'âge du capitaine. Voilà. Souvent, vous pouvez voir que les personnes ne sont pas éligibles, des personnes qui auraient plus de 65 ans ne sont pas éligibles à l'aide sur les panneaux photovoltaïques. Alors, des fois, c'est aussi, si on dit des personnes inférieures à 65 ans, c'est peut-être parce que ça peut être des sociétés qui peuvent essayer de vous faire un prêt derrière ou, enfin, voilà, du crédit, quoi. C'est vrai. Si on a une orientation est-ouest et qu'on souhaite faire de la revente totale, peut-on envisager de mettre des panneaux sur la façade, donc avec une inclinaison à 90 degrés? En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'inclinaison du panneau, elle doit correspondre au soleil, parce que en fait, ce qui fait que vous allez avoir une production plus ou moins importante, c'est le flux solaire que va capter le panneau. Et donc, on considère grosso modo qu'une inclinaison à 30-35%, c'est l'inclinaison qui va un peu favoriser la production un peu tout au long de l'année. Parce qu'en été, vous avez plutôt votre soleil qui est zénithal. Donc voilà, on pourrait se dire c'est mieux d'avoir une inclinaison très faible. Mais en hiver, le soleil il est assez loin sur l'horizon. Donc, on aurait plutôt tendance à dire, là, il nous faut une inclinaison plus importante. Donc, voilà, on fait un peu un mix. Si vous prenez une inclinaison à 90, en fait, en été, la production, elle sera vraiment très, très faible parce que votre panneau, il ne sera quasiment pas éclairé, quoi. C'est un peu quand vous regardez l'ombre portée de votre mur plein sud, en journée, vous verrez que l'ombre portée, elle est quasiment au pied de mur. Et puis, si en plus vous avez une casquette de débord de toit, elle est même un petit peu plus loin que le pied de mur. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément des inclinaisons qui sont très favorables, surtout pour de la revente totale. Voilà. Donc, même en revente totale, je ne sais pas si vous avez vraiment ce projet, on va peut-être favoriser un pan est, par exemple, voilà, pour de la revente totale. Si vous n'avez pas d'inclinaison meilleure que cela. Après, on perd une quinzaine de pourcents en production. Ouais. Voilà. Y a-t-il des limitations connues pour l'installation des panneaux avec les bâtiments de France? Alors, c'est sûr que si vous êtes à côté d'un bâtiment classé, ou même parfois le PLU en fait, de votre commune, ça va être sans doute plus compliqué de mener un projet d'installation de centrales photovoltaïques parce que forcément, il y a des prescriptions sur les toitures, il y a des prescriptions sur les façades, il y a des prescriptions sur les menuiseries même qui doivent être, qui seraient posées dans ce périmètre d'un bâtiment classé. Et donc, c'est sûr que ça va limiter la possibilité d'avoir une installation en toiture qui serait visible depuis le domaine public. Ça. Oui, c'est surtout ça. Ouais. Mais il n'y a pas forcément de limitation connue, quoi. Est-ce possible de poser soi-même des panneaux et avez-vous des fournisseurs à conseiller? Alors, est-ce possible de poser soi-même des panneaux? Si vous êtes en autoconsommation totale, vous n'allez pas avoir… voilà, ce n'est pas impossible de… Alors, c'est pas impossible. Par contre, il faut faire passer le consuel. Alors, si vous êtes, je vais préciser ma réponse, si vous êtes en autoconsommation totale et que vous ne raccordez pas votre production au réseau, là, vous avez
pas de, enfin, il n'y a rien d'impossible à poser ces panneaux soi-même. Si vous êtes sur une installation inférieure à 3 kW crête et que vous installez par vous-même, il faut faire passer le consuel. Par contre, pour toute installation supérieure à 3 kW crête qui soit raccordée au réseau, là, par contre, il faut que ce soit une installation par un professionnel et puis passage du consuel. Est-ce que les aides sont valables pour les résidences secondaires? Oui. Quand on parle du tarif, oui, la prime à l'investissement notamment. Oui, ou le tarif oui, de rachat. C'est pas lié, en fait, c'est vraiment lié à la. Vous êtes considéré comme producteur et c'est pas du tout lié à la rénovation énergétique comme on peut entendre avec ma prime rénov ou autre pour la rénovation des logements, si on reste dans le cadre des logements. C'est vraiment indépendant. Hein. Donc, oui, une résidence secondaire peut bénéficier des tarifs de rachat, pas de souci. Et la dernière question que nous avons, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions, à les poser tout de suite sur l'onglet questions-réponses. Sur une installation de 3 kW crête, ça nécessite, donc la question c'est, est-ce que ça nécessite 6 à 8 mètres carrés de panneaux? Sans doute que si on... alors, en théorie, si on passe sur des panneaux qui sont à 500 watts crête sur un panneau de 2 mètres carrés, bah oui, grosso modo, ça nous fait 6 mètres carrés. Par contre, ce que vous trouverez le plus couramment, c'est plutôt pour ces puissances-là, des installations de l'ordre de 8-10 mètres carrés. Oui, bien, voilà. 10 mètres carrés, oui. C'est plutôt sur ces ordres de grandeur qu'il faut tabler, quoi. Oui. Une dizaine de mètres carrés. Voilà, on n'a pas de nouvelles questions. Il y en avait peut-être d'autres qu'on n'a pas faites. Alors, est-ce qu'il y en avait d'autres qu'on n'avait pas faites? Ah, il y a juste celle-ci. Alors, si les panneaux chauffent, est-ce que cela... Alors, si les panneaux chauffent, est-ce que cela nous sous-entend nécessité d'avoir une toiture bien isolée pour ne pas chauffer les pièces en sous-toiture? Ah. Alors, en fait, les panneaux, ils vont chauffer tout simplement parce que c'est le rayonnement solaire qui provient du soleil. Hein. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette énergie-là, elle arrive quand même sur votre toiture. Hein. Donc, elles vont chauffer, mais c'est surtout que c'est plutôt que si les panneaux sont trop chauds, effectivement, ils perdent en rendement. Après, est-ce que les panneaux réchauffent les pièces, les possibles combles aménagés qui sont sous la toiture? Oui, potentiellement. Je pense que ça va beaucoup dépendre du type de pose que vous avez. Ouais. Si vous êtes en surimposition, vous avez quand même une lame d'air qui est quand même ventilée entre le panneau et la couverture, donc la tuile. Après, sans doute qu'on a quand même une température de surface à la surface de la tuile qui peut être un petit peu plus importante. De toute façon, dans tous les cas, il est bien d'avoir sa toiture isolée, hein, panneau photovoltaïque ou pas, ne serait-ce que pour limiter vos consommations en hiver, aussi pour avoir un meilleur confort d'été. Hein, c'est très important pour le confort d'été, la partie isolation de toiture et surtout le choix du type de matériaux aussi hein, pour cette isolation de toiture. Donc, il faut aussi penser à cet aspect de confort d'été. Après, si vous êtes sur de l'intégration, là, sans doute que la température de panneau est sans doute plus importante qu'une température en surface d'une tuile, enfin, voilà, d'une tuile, que ce soit une tuile terre cuite ou une tuile béton. On a sûrement des températures de surface qui sont plus importantes. Et donc, par convection directe, c'est sûr qu'on va avoir un flux de chaleur qui va pénétrer au travers de l'isolation qui sera plus important. Voilà. Donc, voilà, il va falloir peut-être bien choisir son type de matériaux et passer sur des matériaux
qui ont des capacités thermiques relativement élevées. Donc après, des matériaux biosourcés, de la ouate de cellulose, de la fibre de bois, pour pouvoir retarder un petit peu la migration de l'onde de chaleur. Alors, hop, on a quelques nouvelles questions. Est-ce que les panneaux peuvent ne pas être jointifs? Eh ben, si on est sur une pose en surimposition, chaque panneau, il est quand même… mis à part que souvent, le châssis qui porte les panneaux, lui, le châssis, il permet de poser des panneaux juxtaposés. Mais voilà, si vous êtes en surimposition, il n'y aurait pas forcément de problème à ce que les panneaux ne soient pas forcément jointifs. Alors, par contre, en intégration, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Il faut quand même que là, les panneaux, ils assurent l'étanchéité et il faut qu'ils soient jointifs. Mais sur un projet en surimposition, voilà, il n'y aura pas forcément de contrainte à ce qu'il ne soit pas jointif. Il y a juste que sans doute les châssis ne seraient pas forcément très bien adaptés à ce type de configuration. Alors, il a complété la question car il a un panneau solaire en fait, d'eau chaude sanitaire en plein milieu du toit. Ah, vous voulez dire, est-ce qu'on peut répartir l'installation sur 2 zones? Et ça, oui, tout à fait. On peut répartir l'installation sur 2 pans, sur 2 zones sur son pan. Là, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Hein. Oui, oui, tout à fait. Je n'ai pas vu la suite de la question. Comment réagissent les panneaux en cas de grêle? Tout dépend de la taille des grêlons. Tout dépend de la taille des grêlons. C'est une bonne réponse. Ils sont prévus quand même pour résister. Hein. Après, vous avez quand même des fabricants qui justement jouent sur la résistance de leurs panneaux. Voilà, sauf si défaut de fabrication, bon, voilà, il y a des panneaux qui peuvent être garantis pendant un certain nombre d'années aussi chez certains fabricants quand même. Oui, et souvent on a une garantie en performance. Ouais, hein, ouais. Donc, au-delà de la période commerciale. Ouais. Après, il faut avoir conscience qu'un panneau photovoltaïque, voilà, la première couche, c'est un vitrage. Donc, voilà, c'est la résistance d'un vitrage ou d'une grille armée. C'est sûr que si vous avez des grêlons qui sont de la taille d'une balle de golf, sans doute que c'est un peu comme se comporterait le pare-brise d'une voiture. Bref. Et ils vont sûrement se fendre ou casser. Hein. Si c'est des grêlons de la taille d'un pouce ou d'une bille, d'une petite agate, sans doute qu'ils vont pouvoir résister. Voilà. Après, c'est sûr que pour vos installations, si vous faites une installation en photovoltaïque, nous, ce qu'on va vous conseiller, c'est de prévenir votre assureur que vous avez une installation en photovoltaïque, voir est-ce que c'est le type de sinistre qui peuvent être couverts par l'assureur, et puis de toute façon le prévenir de cette installation. Parce qu'au niveau des assurances, justement, donc il faut au minimum le prévenir. Alors, des fois, ça peut rajouter un petit surcoût ou pas. Généralement, peut-être plus important en intégration, mais c'est surtout que, oui, prévenir tous les sinistres, parce que, bon, certes, il y a peut-être que les panneaux peuvent être endommagés par les intempéries, mais ils peuvent aussi causer, eux, potentiellement, même s'il y a peu de risques, mais ils peuvent potentiellement causer des sinistres type incendie ou autre, s'il y a un défaut ou autre. Hein. Donc, c'est très, très, très rare, hein, mais il faut quand même au minimum être assuré pour ça et au minimum faire une déclaration auprès de l'assureur et vérifier les conditions. Quoi. Sans doute, par exemple, que dans la configuration d'une installation en intégration, l'étanchéité, quand même, c'est un sujet très sensible pour les assureurs. Peut-être qu'il y aura une différence au niveau de la prime d'assurance si on est sur une installation en intégration. C'est possible. Surtout avec les retours qu'on a depuis quand même quelques années, puisqu'au début, on faisait un peu plus d'intégration.
Et effectivement, l'intégration, maintenant, bon, les installateurs, hein, enfin, très souvent, la plupart du temps, évitent le plus possible l'intégration quand il faut. Hein. Mm. Alors, peut-être une dernière, on va prendre une dernière question. C'est un petit peu sur la qualité des panneaux, les normes de qualité sur les panneaux. Mm. Ces panneaux, soit ils sont marquage CE, donc ça veut dire qu'ils dépendent d'une norme européenne, soit ils sont sous un référentiel de certification ou de qualité. On a encore des systèmes de panneaux qui sont sous avis technique aussi. Donc, leur aptitude à l'usage ou leur performance, eh bien, ils vont être validés par ces référentiels. Donc, normalement, tous les panneaux qui sont mis sur le marché européen, ils dépendent d'un de ces systèmes de certification. C'est sûr que si vous achetez directement des panneaux dans un pays peut-être hors communauté européenne, enfin hors marché européen, bah, peut-être que vous allez acheter des panneaux, voilà, en tout cas qui ne sont pas couverts par un référentiel de qualité. Normalement, si vous les achetez à l'intérieur du marché commun européen, il y a ce système de marquage, de référentiel de qualité, que ce soit sur de la certification de performance ou d'aptitude à l'usage. Voilà. Je crois qu'on n'a plus de questions. On va vous souhaiter une bonne soirée. Est-ce que tu avais des choses à rajouter? Le numéro de la 3 de Clarisse. Si jamais vous avez des Si questions. vous voulez nous appeler, que ce soit par rapport à des travaux sur votre logement, des travaux d'isolation, de rénovation énergétique, de changement de chauffage, ou sur un projet d'installation photovoltaïque, vous pouvez donc nous appeler au numéro qui s'affiche au 04 78 06 67 77. Voilà. Vous pouvez nous contacter par mail aussi. Hein, donc, voilà, on répond également par mail si c'est plus pratique pour vous. Voilà. Parfait. Très bien. Mais il nous reste juste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Une très bonne fin de journée également. Bonne soirée. Et merci d'avoir suivi ce webinaire. Au revoir. Au revoir.